Salut à tous et bienvenue pour le 46e numéro du podcast Hors-jeu Capital. On va revenir aujourd'hui sur la finale de Coupe de France qui opposait le Paris Saint-Germain à l'AS Saint-Étienne. Je vais tout de suite vous présenter les trois personnes qui m'entourent aujourd'hui pour ce podcast. On va commencer par l'ancien, le capitaine, le coach, Yacine Amnet. Comment ça va? Salut à tous, ça va, merci. Ça va bien? Ouais, très bien. Alors, t'as kiffé la finale? Kiffer, c'est un grand mot, mais, On va y revenir. mais ça va Le quand même. retour de... Ok. Le retour de Cédric. Cédric, comment tu vas? Salut, bonjour à tous, très très bien. On va parler de cette superbe finale avec des Voilà. petits bouchées. Je vois que tu es super enthousiaste, toi aussi, c'est cool, on va en reparler. Et on accueille aussi un invité. Alors, c'est Alexandre du site ou du compte Twitter, pardon, Synthé Inside. Donc, on voulait un regard stéphanois. Bah, bienvenue à toi, Alex. Comment ça va? Bah écoute, salut Mousse, salut toute l'équipe. Ça pourrait aller mieux au vu du résultat final de la finale, mais content d'être là pour parler de ce match ensemble. Ok, ça marche. Bah, autant te dire que tu vas prendre pour Perrin pendant 1 heure, hein. Ça, c'est normal, tu vois. On Non, je aura- plaisante. J'aurais des arguments à faire valoir. Je plaisante. Et Ah pas, bah oui, oui, et pas pas de que. problème. Pas de problème. Je voulais juste saluer, avant de commencer le podcast, nos deux camarades Hugo Kapler, qui présentent d'habitude ce podcast, pardon, et qui est en vacances du côté du sud de la France. Je crois qu'il n'est pas loin de chez nos meilleurs ennemis, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et un salut aussi amical à Clément Pernia, qui lui aussi est en vacances. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, messieurs. Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain. Match bizarre, j'ai envie de vous dire. On va commencer par, je vais vous demander vite fait 30 secondes vos avis chacun sur le match en globalité. Puis ensuite, on fera à peu près comme ce qu'on avait fait pour le Celtic, c'est qu'on fera ligne par ligne. Et évidemment, on parlera aussi de l'adversaire avec Alexandre, qui est spécialiste de Saint-Étienne. Un mot pour démarrer, Yacine, sur est-ce que tu t'attendais à ce type de rencontre? Alors, oui et non, oui, parce que les finales, c'est toujours un peu spécial, parce que c'était un premier match après un premier match officiel. Et Paris, souvent dans les finales, on en parlait en off rapidement, Auxerre, c'était pas une belle finale. Il y avait eu la finale contre l'équipe de National, là. Euh, les herbiers, c'était pas terrible non plus. Voilà, en général, les finales, bon, c'est rarement de grande qualité, donc je m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnel pour un retour, mais je m'attendais pas non plus à ce que le match soit aussi une bouillie technique, parce que malgré tout, ce qui m'a impressionné en dehors du manque d'intensité, c'était surtout le manque de qualité technique du match globalement, quoi. Ok, ça marche. Cédric, dans sa globalité, avant qu'on rentre dans le détail, je suppose que tu es plus ou moins d'accord avec Yacine? Ouais, je suis complètement d'accord avec Yacine. Moi, je m'attendais pas du tout à une grande finale. Après, je m'attendais à ce que ce soit rugueux. Ça l'a été, un peu plus que prévu même. Mais j'attendais vraiment pas grand-chose. Parce que les mecs, en plus, sont plus focus sur la Ligue des Champions. Donc, tu sais qu'ils n'ont pas envie de se blesser. Quand ils ont vu aussi l'impact qu'il y a eu sur Mbappé, Kerrer, etc., ça a dû bien les calmer. Donc, après, techniquement, c'est vrai que je m'attendais à un peu plus. Moi, il y a 2-3 satisfactions quand même dans l'équipe, notamment celui dont je parle souvent, Paredes. Mais ouais, voilà, je ne suis pas surpris. Moi, je ne m'attendais pas à une grande finale. Ok. Alexandre, toi qui est supporter et qui traite de l'actualité de Saint-Étienne. Alors donc du coup, j'imagine que tu vas d'abord nous parler de Saint-Étienne et puis aussi j'aimerais aussi après avoir ton avis en globalité sur le match des Parisiens rapidement. Ouais, bah alors déjà, je rejoins Cédric et Yacine sur le match. C'était un match bizarre, mais il fallait pas s'attendre à autre chose après une coupure aussi longue. Après, je rejoins pas Yacine sur la bouillie technique qu'il évoque, surtout du côté stéphanois. Moi, j'ai trouvé ça cohérent, ce qu'on avait proposé. Euh, voilà, ça a essayé de ressortir proprement de derrière. On a exploité la largeur ou la verticalité avec Neyou en seconde mi-temps, mais on en reparlera. Donc non, moi, côté stéphanois, on a aimé ce qu'on a vu, je vous le dis honnêtement, et c'est ce qui Ah, ressort. vous avez dû aimer surtout Jesse Moulin, ouais, qui a fait un beau match. Hein. Qui a fait un beau match, ouais, qui a fait un beau match et qui était attendu dans un contexte assez spécial pour lui. Maintenant, côté parisien, je vous rejoins. C'était compliqué que ça soit dans l'intensité, au niveau technique. C'était pas une grande équipe de Paris. Et je trouve ça assez inquiétant à J-allez, 12-13 de l'Atalanta. Mais voilà, on en reparlera encore une fois tout au long du podcast.
Ça marche. Bah, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va vraiment rentrer dans déjà les débuts de la première mi-temps. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que, et pour toi aussi, Alex, hein, bon, on connaît un peu le coach Claude Puel. C'est un bon entraîneur, mais c'est vrai qu'il demande beaucoup d'intensité à ses équipes et il demande beaucoup d'efforts, ce qu'ont fait les Stéphanois. Par contre, est-ce qu'on n'a pas confondu du côté stéphanois l'intensité d'un match, d'une finale, avec un excès ou un très grand excès d'engagement, Yacine? Le problème, en fait, c'est souvent entre la compréhension et l'investissement dans un discours des joueurs. Évidemment que le discours, il a dû être basé sur l'intensité, sur l'agressivité, de ne pas laisser les joueurs parisiens dans le confort. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que c'est une finale déjà. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué de finale, qui n'avaient jamais joué de finale. Et le problème, en fait, c'est toujours comment le joueur gère l'émotion d'une finale avec le discours. Et en fait, quand tu es pris dans ce truc-là, de vouloir montrer que tu vas être présent, bah, en fait, tu es toujours un peu à la limite entre l'agressivité et l'agression. Et c'est aussi par maladresse des fois. Hein. C'est pas seulement de la méchanceté. Moi, je suis pas là pour dire les joueurs sont méchants. Mais en fait, tu es toujours un peu entre les deux. Et tu te rends pas souvent compte. Il y a une action pour moi qui est marquante, c'est le coup sur Paredes à un moment donné. J'ai oublié le nom du joueur. Ouais, voilà. Qui dit regardez la VAR, je le touche pas. Et en fait, il se rend pas compte qu'il le touche vraiment. Parce que y a cette envie de montrer qu'on est présent, de montrer qu'on est là. Et on est toujours à la limite, ça reste du football. Hein. Le football, c'est aussi un sport de contact et c'est pas un sport de combat. C'est ça la différence. Et je pense qu'il y a certains joueurs, notamment des jeunes, qui ont été pris sûrement par le discours de vouloir en faire beaucoup. Et encore une fois, c'est pas un défaut parce que malgré tout, c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, tu as des joueurs d'expérience qui le font différemment, qui le font plus vicieusement, parce que c'est l'expérience qui t'apprend ça. Quand tu es jeune, tu es un peu fougueux, tu as envie de montrer. Voilà. La première action sur Neymar, voilà, on sent tout de suite le ton qui va être donné. Et malgré tout, je fais une petite parenthèse, c'est dommage, parce que je pense que sur certaines séquences, si Saint-Etienne n'était pas tombé là-dedans, il y a eu des séquences de jeu où ils auraient posé des problèmes au PSG sur une plus longue durée du match. On voit la première action, par exemple, la frappe sur le poteau. Voilà, et en fait, c'est toujours un peu l'ambiguïté entre trop en faire et rester dans son match. Voilà, je pense que la défense a été là. Cédric, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? On va revenir déjà sur la première action qu'a cité Yacine à 30e seconde, une faute de Masson sur le long de la ligne de touche sur Neymar qui lui a valu un carton jaune. Est-ce que l'arbitre, à ce moment-là, il aurait peut-être déjà dû convoquer les deux capitaines pour leur dire, messieurs, on est à 30 secondes, il y a déjà un carton jaune. On va se calmer, sinon je vais être plus sévère. Parce qu'on a vu par la suite quand même pas mal de fautes. Et ça a plutôt cassé le jeu. Qu'est-ce que tu en as pensé, Après, toi? le truc, c'est que c'est un fait de jeu qui arrive très tôt. Donc, c'est compliqué d'appeler tout de suite les capitaines d'équipe. Tu sais pas ce qui va se passer par la suite. Ça peut être juste un fait de jeu. Ça peut être. Après, nous, on a l'habitude de voir les matchs. On sait comment ça se passe avec le PSG. On sait que les équipes qui sont en face donnent de l'agressivité justement pour réduire les espaces, réduire l'impact. Qu'il ne faut pas qu'on ait de lien entre le milieu de terrain et l'attaque. On le voit hein, bien souvent, les matchs de Strasbourg ou d'autres équipes, on voit l'intensité qui est donnée au milieu. Après, appeler les capitaines à ce moment-là, non, je ne pense pas que c'était nécessaire, mais ça a donné le ton tout de suite de la rencontre. Et quand tu sais que voilà, les Parisiens, comme les Stéphanois, n'ont pas joué depuis longtemps, tu as une Ligue des Champions qui est en ligne de mire, et bon, dans la tête de tout le monde, on sait que cette Ligue des Champions elle est hyper importante et qu'on y croit vraiment. Quand tu commences avec un tacle comme ça, et que derrière, tu as les blessures d'Mbappé, de Kerrer, je pense que ça te ralentit beaucoup dans le jeu. Voilà, tu ne donnes pas le même ton sur le match. Après, Saint-Etienne a bien joué. Saint-Etienne, ils ont fait leur jeu. Et techniquement, ils ont été sur certaines actions assez cohérents. Mais un peu agressif, un peu trop agressif, je pense. Beaucoup trop d'engagement dans l'intensité. Mais bon, après, c'est une finale. Hein. Voilà, chacun joue avec ses armes. Moi, j'ai été un peu déçu. C'est surtout au niveau de nos transmissions, au niveau de notre jeu. On est retombé dans nos travers, surtout à 10 contre 11. On sait qu'à 10 contre 11, c'est pas évident. Franchement, c'est pas toujours facile. Tout le monde pense qu'à 10 contre 11, après, tu vas en planter 10 derrière. C'est pas toujours le cas. Mais je m'attendais quand même à mieux pour ce match-là.
Mais bon, voilà. Après, je t'ai dit, au milieu de terrain, j'ai une grosse satisfaction. On va revenir, Cédric, en détail après Ouais, sur sur ça. ouais. On Voilà. va y revenir. Mais voilà, après l'agressivité, moi, j'ai pas été surpris. Pas du tout. Ok, c'est Alexandre, pardon, toi qui es supporter de l'AS Saint-Étienne et qui est un spécialiste de ce club, est-ce que tu as été surpris, toi, par l'engagement dès les premières secondes des Stéphanois et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu ne penses pas quand même que, comme l'a dit Yacine, avec peut-être un peu moins d'agressivité et un petit peu plus de jeu, peut-être que vous auriez pu poser encore plus de problèmes au Paris Saint-Germain? Alors, est-ce que j'ai été surpris? Non. Non, c'était les consignes de Puel, c'était clair. D'ailleurs, on le voit hein, dès les premières minutes, il y avait une ligne de deux, Boudbouz Amouma qui pressait vos deux centraux, Camara Mvila qui montait sur Gay et Paredes, et nos deux excentrés qui pressaient les latéraux. On ne vous a pas laissé respirer. Il faut comprendre une chose, quand on joue Paris, on est obligé de mettre de l'agressivité. Parce qu'il y a il y a un tel écart technique et de talent qu'on est obligé de mettre cette intensité et cette agressivité. Ça, c'est la première chose. Donc, je ne suis pas étonné du tout. Après, pour le contact que mentionnait Yacine de Masson sur Neymar, je sais pas, je pense qu'on a tous joué au foot ici. Le premier contact, il est toujours important. On veut montrer qu'on est là, on veut montrer qu'on va être présent tout le match. Et moi, ça ne me choque pas de voir Masson mettre un taquet à Neymar dès la première minute de jeu, voilà, pour lui montrer que ça ne va pas être une partie de plaisir pour lui. Alors après, je suis d'accord avec Yacine. Il faut faire attention, il faut toujours garder cette distinction entre intensité et agressivité trop prononcée. Sur certains cas, on en reparlera sur le cas de Perrin, voilà, ça a été un peu trop. Mais surpris par l'agressivité mise par les Stéphanois, pas du tout. Et ça m'a plu, pour tout vous dire. Ok, bon, on va revenir tout de suite maintenant sur le match vraiment en lui-même, sur le terrain, sur le ballon. On va refaire comme la dernière fois. Du coup, on va prendre les deux lignes, hein, celle de Saint-Étienne et celle du Pareil. PSG en première mi-temps. Yacine, on a vu un très, très, très grand Thiago Silva, peut-être le seul avec un peu Neymar qui avait un peu la tête au-dessus de l'eau. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un match énorme. En défense, lui et Keylor Navas, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, Yacine. Hein. Ah ouais, et on en revient à la question de savoir s'il faut le garder ou pas. Parce que malheureusement, on en avait parlé dans le dernier podcast. Ouais. Encore une fois, il a montré il a montré qu'il était au niveau athlétique, déjà. Il a montré qu'il était toujours au niveau dans la lecture du jeu. Ça a été le meilleur défenseur et pour moi, peut-être même le meilleur joueur du PSG. Bon, il y a débat avec Neymar parce que malgré tout, Neymar marque le but de la victoire, donc c'est toujours comme ça. Mais moi, je pense que Thiago Silva, sur l'ensemble du match, il est plus important. Paredes, hein, qui comble, on en reparlera, mais Paredes, il comble tellement de trous à droite à gauche. Bien sûr. Voilà, encore une fois, il a eu des jaillissements, des interceptions dans la relance, etc. Franchement, il a été très très bon. Il a permis de masquer les erreurs de Marquinhos en première mi-temps notamment, qui est passé complètement au travers, et puis des latéraux. Voilà, et c'est vrai qu'en fait, il y a aussi ce truc, je pense, avec Navas, pour parler de Navas aussi. Navas, il a ce côté rassurant dans le sens où, en fait, avant, on était dans la situation de dire on ne peut pas faire d'erreur parce qu'à la moindre occasion, on va prendre un but. Et en fait, là, tu joues un peu plus sereinement parce que tu sais qu'à la moindre erreur, tu ne vas pas prendre de but. Parce que lui, il est là. Et ça fait toute la différence. Et du côté de Saint-Etienne, c'est pareil. C'est-à-dire que je pense que Moulin, ça n'a jamais été un numéro 1 au départ. Et son début de match sur les 2-3 arrêts, les frappes, les sorties, en fait, il permet à sa défense aussi d'être rassuré. C'est-à-dire que je sais que je peux y aller parce que même si je suis passé, mon gardien, il peut me sauver. Pas te dire que si je suis passé, c'est la fin du monde. Et les gardiens, c'est hyper important. On ne mesure pas assez l'importance mentale, en tout cas, plus même que sur le jeu, mais mentale des gardiens de but. D'ailleurs, c'était pas facile pour Moulin, qui avait une certaine pression. Premier match officiel, on va dire, en tant que titulaire depuis l'arrêt du Covid. Il remplace quand même Stéphane Ruffier. Oui, oui, Alex, pardon. Il avait déjà été titulaire en demi-finale de coupe à Rennes, enfin contre Rennes à Geoffroy Guichard avant le Covid. Et il avait Moi, déjà... j'ai dit depuis l'arrêt du championnat, le Covid. Autant pour moi. Pour ça, ah ouais, je le savais. Et donc voilà, c'est juste pour ajouter qu'il y avait quand même une certaine pression sur les épaules de Jesse Moulin. Pas facile pour lui, Alexandre.
c'était très spécial pour lui. Comme tu l'as dit, il y avait beaucoup de. Il faut savoir qu'actuellement, au club, il y a un ambroglio, Stéphane Ruffier, qui est énorme et qui prend énormément de place dans ce qui se passe. Alors, Alexandre, je te coupe 2 minutes. Cédric, Ouais, il y a beaucoup de bruit, il y a des ouais, pas. ouais, ouais. En fait, Non, non, non. est-ce qu'il n'y a pas C'est moyen que tu changes de non, place non, ou non, un truc un peu plus c'est pas des discret? pas. Ils viennent de s'arrêter. C'est juste qu'ils avaient amené un truc pour un anniversaire, là, un gâteau. Ah, d'accord, parce que ça Voilà. couvrait du coup ce que tu disais. Ouais, Alors, si tu ouais, peux ouais. reprendre, s'il te plaît, Ouais. Alexandre. Vas-y. Ouais, pas de problème. Je disais que effectivement, il y a un gros ambroglio, pardon, Stéphane Ruffier actuellement au sein du club. Et effectivement, on sait tous que Stéphane Ruffier a apporté à Saint-Étienne pendant 9 ans. Il a été exceptionnel. Et c'était le premier match de Moulin, le premier match aussi médiatisé, si je puis dire. Voilà, il a été mis à la lumière, entre guillemets. Donc c'était assez spécial pour lui. Et il a été très rassurant. Il a été très rassurant que ça soit sur ses arrêts. Je pense à l'arrêt sur la demi-volée de Di Maria, il me semble, où il fait une claquette exceptionnelle, une sortie sur Sarabia, il me semble. Donc il a été très rassurant et c'est important, je pense, pour lui d'avoir eu ce match dans lequel il a été très solide, malgré la défaite. Et d'ailleurs, Claude Puel ne s'y trompe pas, hein, en conférence de presse d'après-match. Il fait 2 minutes d'éloge sur Jesse Moulin, ce qui arrive très rarement pour Claude Puel, de prendre le temps de mettre en avant un joueur. Donc effectivement, ouais, très rassurant pour Jesse Moulin et on est content pour lui parce que ça a été toujours un mec exemplaire au sein du vestiaire. Ok, Après, attention, hein, parce que pour lui, Jesse Moulin, c'est le match parfait pour lui. C'est-à-dire qu'il n'a rien à perdre. Tu vois, il arrive contre le PSG, les gens sont transcendés contre le PSG. Le match qu'il lui fallait. Tu vois, il va peut-être à ce moment-là, il joue contre 1, c'est peut-être en prendre 4, on ne sait pas. Mais en tout cas, il arrive là contre le PSG, il n'a rien à perdre. Pour moi, pour lui, c'est le match. Donc, il a été très très bon, bravo à lui. Et voilà, c'est un gardien et faut voir sur le devenir. Je ne sais pas ce qui va se passer à Saint-Etienne, si vous avez recruté, pas recruté, ce qui va se passer avec Ruffier. En tout cas, ouais, il a fait un match énorme. bah, Cédric, on va revenir à la défense parisienne. Donc, on a parlé de Thiago Silva. J'imagine que tu es d'accord avec Yacine et moi. Et je voudrais aussi parler de son compère, dont on a senti qu'il était un peu inhibé en la présence de Thiago Silva. Et j'ai même l'impression que c'est pas le même Marquinhos quand il joue avec Kimpembe et, et lorsqu'il joue avec Thiago Silva. Cédric, qu'est-ce que tu en Il as se pensé de retrouve son match à Marquis? Enfin, en tout cas, le début, c'est une catastrophe. La première mi-temps, voilà, ni fait ni à faire, on va l'oublier vite fait. Mais j'ai l'impression que Marquis, quand il est avec Thiago Silva, ouais, c'est un peu un enfant. Il se repose un peu sur Silva. Après, ils ont Et déjà fait des super matchs ensemble, hein. Attention, hein. non, non, mais Mais il ces y a derniers pas de temps, c'est souci. vrai que. Et ces derniers temps, c'est un peu ça. Donc, je suis un peu déçu, vraiment. Parce que c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Et puis, c'est l'avenir du club, normalement, sur notre défense centrale. Et Thiago Silva, comme je le disais au podcast précédent, énorme. Et on va voir, on va voir. Mais pour moi, il n'est pas encore parti. Surtout s'il aligne encore des matchs comme ça, faudra quand même bien réfléchir. Parce que aller payer un mec, comme disait Yacine la dernière fois, 60, 80 millions, alors que bon, on a quand même ce mec-là qui peut encore tenir deux saisons pour moi. C'est à réfléchir. Après, sur le reste de la défense, j'ai rien à ajouter. C'est comme les matchs précédents. Les latéraux, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Va falloir résoudre ce problème rapidement. J'espère que Bernat va venir très vite reprendre sa place. Et puis voilà, après Navas, que dire. Je suis tellement content qu'il soit là. Ça nous change tellement des années précédentes que voilà, on a eu des fiascos à ce poste-là pendant des années et là ça fait plaisir et je pense que la défense, voilà, ça les soulage vraiment, comme disait Yacine. T'as un mec comme ça derrière, tu te dis putain, c'est cool, quoi. Je peux jouer. Tu voulais ajouter un mot, Alex? Ouais, sur votre ligne de 4 derrière, effectivement, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit sur Thiago Silva. Il a été monstrueux, honnêtement. Marquinhos, c'est vrai que ça a été compliqué pour lui. D'ailleurs, sur l'action de Bouanga, qui sur le poteau à la 5e minute, il se trouve complètement. Ouais. Et ça arrivait plusieurs fois dans le match. Donc, mais j'aimerais, alors je ne vais pas faire plaisir à Cédric, je crois, mais j'aimerais faire un petit clin d'œil pour Colin Dagba, qui a fait, Ah mais si, je trouve, une bonne. Colin Dagba, je l'adore. Ah, pardon, alors ok, autant pour moi. Mais je trouve qu'il a fait une bonne rentrée.
Si on se souvient de la première demi-heure, jusqu'à ce que Kerrer sorte, ça passait beaucoup de ce côté-là Mais avec quand Wood. je parlais de catastrophe, je parlais de Kehrer. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ça a été très compliqué. Mais voilà, petit clin d'œil à Koulian Dagba qui a été plutôt solide sur cette finale au final. Un mot, Yacine, justement sur les deux latéraux, Kerrer et Baker. Alors, d'abord sur Baker, dont les premières minutes nous semblaient plutôt rassurantes. Yacine, tu es d'accord avec moi? Ouais. On s'est dit, tiens, bon, il a peut-être pris les remarques que le coach a dû lui faire. Et effectivement, on le sentait plutôt en jambes et même agressif. On l'a vu deux, trois fois sur des retours et sur des récupérations de balles. Et puis ensuite, plus les minutes sont passées et moins ça a été. Et de l'autre côté, toujours le problème du côté, comment je pourrais dire, pour Kerrer, qui est pas du tout sécurisant, quoi, et qui finit par sortir sur blessure. Le problème de Kehrer, c'est qu'on l'a vendu. Attends, Cédric, juste. Attends, Ouais, juste Yacine, après je te donne la parole. pardon. Non, juste, moi, en fait, le problème, je pense qu'il est. Alors, au niveau individuel, intrinsèque, c'est pas des joueurs de haut niveau, déjà. Dans la lecture du jeu, dans la façon de défendre, dans la façon de s'aligner avec les autres, parce qu'une défense à 4, c'est aussi être capable de coulisser, etc., comme le faisait parfaitement Maxwell, qu'on n'a jamais remplacé. Et ça, c'est un problème. La deuxième chose, malgré tout, je pense qu'il y a. Alors, pas Kerrer, parce que Kerrer, je pense qu'il a la confiance de Tourelle à 100%. Malgré tout, pour les deux autres, je vais les défendre un peu. Je pense qu'il y a un problème de confiance, c'est-à-dire qu'ils savent que de toute façon, ils ne sont pas là pour s'installer, qu'ils ne sont pas là pour être titulaires, qu'ils sont là en cas de coup dur. Et on a l'impression que de toute façon, tout ce qu'ils font, c'est un peu timoré. Tu vois, on le redit souvent avec Dagba. Quoi qu'il arrive, Dagba, même quand tu as l'impression qu'il va prendre le couloir, il n'y va pas vraiment. Tu as toujours l'impression qu'il y a un frein, qu'il y a quelque chose qui gêne. Et Baker, le premier quart d'heure, j'avais dit, moi, même dans le groupe WhatsApp, là, entre nous, je le trouvais intéressant, il était pas mal, il était en place. Et au fur et à mesure, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il s'est délité, on a l'impression qu'il voulait plus sortir. Alors, il était gêné par le positionnement, encore une fois, de Neymar et tout. On a l'impression que ce côté gauche, c'est très, très compliqué de s'en sortir là-dedans. Mais malgré tout, ça manque de personnalité, ça manque de confiance, ça manque de trop de choses, en fait. Et le football, c'est aussi ça. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas des joueurs sur lesquels tu peux compter. En Ligue des Champions, en tout cas, si tu as en cas de coup dur, ce ne sera pas compliqué, ce sera au-delà du compliqué. Tu voulais ajouter un mot, Cédric? Ouais, non, moi je parlais de Kehrer. Kehrer, en fait, c'est un mec qu'on nous a survendu. C'est un super défenseur central, il est polyvalent, il peut jouer à droite, il peut jouer machin. Moi, depuis qu'il est arrivé, Kehrer, il a fait quoi, 1 ou 2 bons matchs. Mais il y a trop de lacunes. Il y a vraiment trop de lacunes. Et pour moi, il peut pas s'installer à droite, il peut pas s'installer dans l'axe. Je suis désolé, mais voilà, Kehrer, pour moi, c'est pas possible. Et Dagba, je le défends toujours. Vous savez que moi, je l'aime bien, le petit Dagba. Je continue à le dire. C'est sûr que c'est pas le plus gros technicien, c'est pas le meilleur joueur, etc. Mais en jouant plus de matchs et en gagnant plus de confiance. Cédric, enlève Pour la main moi, du c'est- micro parce que ça fait du bruit. Ah, pardon, excuse-moi. C'est Ouais, mieux je quand disais tu mets pas ta main, voilà. Ok. Je me faisais pour le vent, mais Pas de problème, ouais, je disais en lui donnant de la confiance et en le laissant vraiment jouer plus de matchs. Je pense que voilà, c'est quand même ça restera un latéral pas exceptionnel, mais qui fera le taf quand il faut. Moi, je pense que Leonardo, au vu des matchs qu'il a vus, c'est quasiment sûr et certain qu'il va S'il recruter un recrute pas des latéral droit. latéraux, mais Et gauche aussi, d'ailleurs, je pense. Ouais, après gauche, il peut Enfin, s'appuyer gauche, non, sur parce que. Non, je dis des Kurzawa. bêtises. Oui, Il y a Kurzawa Kurzawa. et Et Bernat. puis, t'as Non, Bernat, Bernat. t'as Pembele, t'as Exactement. quelques Non, solutions. à gauche, ça va aller. Mais c'est à droite, il faut recruter absolument. Et même Absolument. Bernat, hein, on loue Bernat parce que c'est vrai que sur son côté Il y a mieux. offensif, on est tous satisfaits. C'est vrai que sur la partie défensive, lui aussi, hein, on peut lui reprocher Ah, certaines choses à Bernat. Hein. Après, il y a des lacunes, il y a des lacunes il défensives, mais compense après, par il le fait apporte. qu'offensivement, il joue bien. Ouais, Il joue les ouais. couilles, il arrive à combiner sur son côté gauche. Alors que ce soit avec Neymar ou Mbappé, il arrive toujours à combiner. Contrairement à Becker, on en avait parlé avec Yacine. Mais à droite, Et ouais. Mousse, tu te rends compte qu'on va finir par regretter Meunier? Non, là, c'est pas possible. Honnêtement, Meunier, s'il était resté, s'il avait Non, prolongé 2 mois, commence pas. non, Commence pas avec Meunier. non, mais on peut dire ce qu'on veut, mais entre Meunier, Kerrer et Dagba, Dagba. Yacine et moi, on n'est pas des fans de Meunier, mais on s'accorde à dire que malgré Ouais, tout, c'est Meunier que tu mets.
tu peux pas dire le contraire, Cédric. C'est Non, impossible. non, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais ce qu'il faut, c'est vite recruter parce que c'est Ah oui, oui, évidemment. Ouais, moi, pas possible. je parlais de Dagba en lui faisant un petit clin d'œil sur cette finale, mais je rejoins tout à fait Yacine, hein. C'est quelqu'un qui fera le taf en Ligue 1 sur des matchs Exactement. exactement à la portée de Paris sans leur manquer de respect. Par exemple, je prends le cas de Dijon, mais en Ligue des Champions, c'est beaucoup trop faible pour l'objectif final qu'a Paris. On est d'accord sur ça. Moi, je te rejoins totalement. Dagba, c'est très bien pour la Ligue 1, tu vois, dans des matchs contre Saint-Etienne ou des trucs comme ça. Là, contre ces équipes-là, il n'y a pas de problème. Tu vois. Alors, un mot sur la ligne de défense stéphanoise, Alex. Alors, vous avez démarré avec, je regarde la composition, donc le capitaine Perrin. À ses côtés, il y avait le jeune Fofana. Et sur le côté gauche, donc c'était Kolo Djezak. Ouais. J'ai du mal à le dire. Hein. Et Debuchy sur le côté droit. Et je voudrais que tu nous parles justement de la révélation, de la belle surprise du jeune Fofana qu'on a vu partout de la première à la 90e minute, qui a fait quand même un super match. Bah, révélation pour nous, c'est plus une révélation. Je parle pour le grand public. Hein. Bien sûr, ouais. Alors, ok, dans ces cas-là, Fofana, faut savoir qu'il a 19 ans. C'est un pur produit du centre qui a suivi la même trajectoire à peu près que William Saliba. Par contre, Alex, il n'est pas Ouais. originaire de la région. Il me semble qu'il est Non, de ça y est. Marseille. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, il a pas été formé, voilà, c'est ça. Il est Non, mais originaire de Marseille. il est arrivé très jeune, hein, donc Oui, alors, oui. Ouais, on va assimiler ça à de la post-formation, mais voilà, c'est quand même un pur produit. Pas étonné du tout de la prestation de Wesley. C'est quelqu'un qui a la confiance totale de Claude Puel, qui d'ailleurs Claude Puel le considère comme intransférable au passage. Il est agressif, il est tonique, il a beaucoup progressé au niveau de son placement. C'est ce qui lui faisait défaut l'année passée sur quelques matchs. Au niveau de la relance aussi, il a également énormément progressé. Là, on l'a vu, il n'a pas hésité à faire des montées à la Osvaldo Piazza, pour ceux qui connaissent. L'Argentin, l'ancien vert. Exactement. exactement. Donc, non, énorme. Et honnêtement, hein, c'est pas rien. C'est pas neutre, je trouve, à 19 ans, de museler Mauro Icardi de la sorte. Sincèrement. Yacine, tu voulais rajouter un mot, Alex, pardon. Je pensais que tu avais fini. Non, sur Wesley Fofana, ouais, j'ai fini. Après, peut-être sur la ligne défensive au global. Vas-y, ça marche. Je vais juste demander l'avis de Cédric et de Yacine sur le jeune Fofana. Yacine, tu le connaissais, toi? Tu l'avais suivi, tu l'avais repéré un peu? Fofana, comme l'a dit Alexandre, en fait, c'est pas une surprise pour ceux qui regardent les matchs régulièrement. Voilà, c'est pour ça que je voulais poser la question. Fofana, ce que j'allais dire. Qui est formé, qui a joué chez les jeunes à Herbel. C'est un club qui est très reconnu dans la région de Marseille au niveau de la formation. D'ailleurs, souvent, il y a des joueurs de Herbel qui sortent à Montpellier, à Saint-Etienne, et pas à l'OM. Et c'est un vrai problème pour les Marseillais parce qu'ils ont un club qui forme très bien les jeunes. Ils vont jamais les chercher là-bas où il y a un problème de relation entre Herbel et l'OM déjà, mais bref. Donc, tant mieux pour Saint-Etienne. C'est pas une révélation. C'est une révélation dans le sens où c'est une finale et dans la gestion des émotions. Je trouve que ça a été un des joueurs qui a le mieux géré en fait. Parce que qui n'a pas confondu justement agression, agressivité, etc. Il a toujours été serein, il a fait des choses cohérentes. Et après la sortie de Perrin, c'est lui le patron en fait. Et franchement, à 19 ans, c'est fort, même si c'est pas un grand pari, même si ça fait 4 mois que tout le monde n'a pas joué, etc. Dans l'attitude, il a été hyper intéressant. Et quand tu sais qu'en plus, il a une marge de progression, comme la direction, alors notamment dans le placement, même si samedi, vendredi, il a été très bon dans le placement. Il avait une marge de progression, en tout cas, alors peut-être qu'il a franchi un cap là, et qu'il a peut-être une marge de progression aussi, notamment au niveau offensif sur les coups de pied arrêtés, parce que c'est quand même un gabarit. Donc il peut aussi apporter. Et je pense vraiment. Cédric, Ouais, je vous entends. Cédric. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'il y a trop de bruit. Ah, pardon, c'est bon, je suis là. S'il bon, enchaîne, cool. Ouais. Vas-y, s'il enchaîne les matchs et que voilà, il continue avec Puel, en plus, je pense qu'il a le coach qu'il faut. Voilà. Exactement. Ça peut devenir un très 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 bon joueur. Cédric, un mot sur Fofana rapidement? Ouais, Fofana, pareil, en regardant les matchs, quand on suit un peu la Ligue 1, Saint-Étienne, etc., on n'est pas surpris. Comme le dit Yacine, une finale, c'est vrai que de le voir à ce niveau-là, c'est impressionnant. Mais il va falloir vraiment le chouchouter, bien faire attention à lui, et je pense que ça peut devenir un très, très, très grand joueur.
Bon, je crois qu'on a été complet. Du coup, sur la ligne défensive parisienne, on a parlé aussi un peu de Fofana chez les Stéphanois. On va passer au milieu de terrain, côté Paris. Donc, on a retrouvé la paire Paredes-Gay, la même paire qui avait été utilisée face à Dortmund au Parc des Princes. Thomas Tuchel, Yacine, a expliqué ce choix en disant que Paredes était en forme, et on sait que Tuchel, il préfère jouer avec deux milieux au profil différent. Qu'est-ce que tu as pensé de la paire en elle-même? Et puis après, on reviendra sur les cas individuels, Gay et Paredes. Et surtout, encore une fois, on peut dire qu'ils ont quand même été abandonnés par les quatre de devant, Yacine. Alors, la première chose, la déclaration de Tourelle, pour moi, me pose un problème parce que j'ai l'impression que ça veut dire qu'il y a concurrence entre Paredes et Verratti et pas Gay. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il y aura Gay. Pour moi, c'est un problème. Ce qui est nouveau, Yacine, on est d'accord, parce qu'avant, il cochait d'abord Verratti et ensuite, il mettait quelqu'un autour de lui. Donc là, ça paraît un peu surprenant. Après, il l'a justifié sur le fait, ça s'entend aussi, que la dernière paire de haut niveau qui a fait le dernier match, c'était Gay Paredes. Et en gros, c'est un match officiel, il a remis les deux. C'est une explication. Après, c'est la sienne, ça vaut ce qu'elle vaut. Moi, ce que je pense, c'est que effectivement, cette paire-là, oui, elle a été abandonnée, mais malgré tout, moi, vous connaissez ce que j'aime de la sortie du ballon. Et pour moi, il y a un vrai problème avec Gay. Gay, il est généreux, il court, il compense, mais à un moment donné, et encore plus contre l'Atalanta, si tu ne peux pas sortir les ballons, tu ne vas pas souffrir. Tu vas plus que souffrir. Et pour moi, il y a trop de déchets dans son jeu. Alors, il s'est un peu repris en deuxième mi-temps, mais malgré tout, c'est comme je dis, c'est-à-dire qu'il s'est repris par rapport à sa première mi-temps. Mais ce n'est pas un bon match de Gay. Et quand il sort Paredes en mettant Verratti, pour moi, le message, il est encore clair. Ça veut dire, en gros, je ne peux pas les aligner les deux. Voilà, moi, je veux qu'on m'explique pourquoi. Parce que cette histoire d'intensité, d'impact, de voir les deux défendre, c'est faux. C'est faux. Voilà, c'est pas vrai. Maintenant, il y a cette idée de dire Gay, il court. Voilà, ok, il court. Maintenant, moi, à un moment donné, je pense que l'utilisation du ballon contre l'Atalanta, elle sera tellement importante que pour moi, c'est gâcher des chances, en fait, de ne pas mettre Verratti et Paredes. En tout cas, si tu comptes le faire, fais-le au moins 1 heure. Après, si tu veux changer et remettre un mec qui court, qui compense, ok, mais ils doivent débuter. Et en même temps, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne veulent même pas le faire pour pas donner de bis. C'est-à-dire, de toute façon, ils ne démarreront pas ensemble, comme ça, il n'y aura pas de discussion. Alex, je voulais te poser aussi la question. Alors, je vais redonner la composition de l'AS Saint-Etienne, qui a joué en 4-2-3-1. Ouais. Avec les deux du milieu, c'était donc Mvila et Camara. Et puis Ouais. devant, tu avais Boudbouz, Boenga, Masson et Amouma en rôle de numéro 9. Et tu l'as rappelé tout à l'heure, surtout Boenga, Boudbouz et Masson ont toujours vraiment gêné la sortie de balle parisienne. Et du coup, nous, au milieu de terrain, on était un peu perdus. Donc, toi, est-ce que tu as apprécié le rôle déjà des attaquants stéphanois qui ont vraiment gêné la première relance parisienne? Et qu'est-ce que tu as pensé, toi, ton avis de stéphanois sur le milieu parisien? Ouais, c'était les consignes de Puel, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aller presser haut. C'est ce qu'on a fait, comme tu l'as dit, avec cette première ligne de deux, Amouma Boudbouz qui venait presser vos deux centraux. Et il y avait une sorte de marquage individuel au milieu. Camara était sortait constamment sur Paredes. Et Mvila essayait de prendre aussi Gay au possible. Après, il y a deux choses. Quand on joue comme vous en 4-4-2 à plat, comme le dit Yacine, si les excentrés ne font pas les efforts, c'est normal qu'au milieu, tu prennes le bouillon. Ça, c'est la première chose. Après, une deuxième chose sur laquelle je suis entièrement d'accord encore avec Yacine, c'est que Paris, à partir du moment où tu les bouscules, où tu leur rentres dedans, où tu commences à les presser, c'est là que ça se complique pour vous. Et c'est dans ces situations-là, pour moi, dans lesquelles Verratti est complètement indispensable. Parce que c'est le seul mec, Paredes à un moindre niveau, mais je mets Verratti à ce niveau-là vraiment au-dessus. C'est le seul mec qui va être à même de sortir d'un pressing de par sa qualité technique et de ses ressorties. Pour moi, c'est un vrai problème de ne pas mettre Verratti contre une équipe qui va te rentrer dedans et qui va te presser, sincèrement. Alex, juste un conseil, si tu as un kit Malib comme nous, si tu peux le mettre, c'est cool. Je pense que le son, ça sera mieux. J'ai pas. Ouais. T'as pas. On va faire sans. On s'excuse quelques problèmes de son, on est vraiment désolé. Et d'ailleurs, la prochaine fois, Cédric, vaut mieux que tu sois à l'intérieur, ça sera mieux. Ouais, t'inquiète. Mais là, à l'intérieur, je captais pas, donc c'est pour ça que je me suis mis à l'extérieur. Ah, il n'y a pas de problème. Et- D'ailleurs, Cédric, tu vas nous donner ton Ouais, ressenti mais- sur la paire
Gay Paredes au milieu de terrain face à Saint-Etienne? Rappelez-vous ce que j'ai dit au dernier podcast. J'ai dit pour moi, c'est Verratti Paredes. Je le dis, je le redis, je vais le redire encore une fois. Sur le match qu'on a vu là, Paredes, il est un peu plus bas. Tu vois, il joue plus devant la défense. Et justement, si tu joues avec Verratti, qui a la conservation de balle, qui sait sortir, on l'a vu dans un nombre de matchs incalculable. Combien de fois Verratti nous a fait peur avec le ballon, alors qu'il y a 3-4 joueurs autour de lui, qui préfèrent sortir de la défense balle au pied plutôt que de faire une relance longue. Mais on sait qu'il sait le faire. Donc, dans des matchs avec de la pression, avec un milieu qui va te presser très, très haut, très, très fort, Verratti, il est indispensable. Je veux dire, il n'y a même pas à réfléchir. Verratti, il est indispensable. Gale, je l'aime beaucoup, Gale. Hein. C'est un mec qui va presser, qui va courir, il n'y a pas de souci, mais techniquement, ça n'a rien à voir. Et quand tu mets Paredes, avec lui, tu mets Verratti. Tu ne mets pas Gale. Je suis désolé, mais moi, je le dis, et c'est toujours la confirmation que j'ai encore en voyant le match. Les deux sont complémentaires en plus, donc je ne comprends pas. Le choix de Tourelle, vraiment, je le comprends pas trop. Donc toi, tu aurais souhaité qu'il y ait un changement, parce qu'on va en reparler après avec Yacine, parce que dans son papier, il a déploré justement le changement. fait que le coach n'est pas... Voilà, quand il a senti même que le milieu prenait un peu l'eau et qu'on prenait... je ne vais pas dire des vagues, parce que ce n'était pas vraiment le cas, mais c'est vrai on n'a pas senti une volonté de vouloir changer les choses. On va revenir avec Yacine après, mais c'est vrai que sur le changement de il avait Paredes, des solutions. Tu vois, il avait Herrera sur le banc, il avait quelques solutions tout de même. Non, mais c'est même, tu sors Gay, tu mets Verratti, point barre, on n'en parle même plus. C'est terminé. Mais je sais pas, je comprends pas. Franchement, j'ai beau écouter ce que dit Tourelle, j'ai beau essayer de comprendre les choix tactiques. Quand tu sais, en plus, on sait la ligne d'attaque qu'on a, on en a parlé encore la dernière fois. Tu sais que tu as des mecs qui vont pas revenir tout le temps. Tu le sais très bien. Voilà, tu sais que Neymar, tu sais qu'Mbappé, tu sais que Di Maria, c'est pas les mecs qui vont revenir au charbon tous les 2 secondes. Donc au milieu de terrain, il faut vraiment un mec qui soit là, qui tamponne, qui soit aussi technique, qui puisse allonger le jeu, c'est Paredes. Et il te faut un mec qui puisse se sortir de situations de pressing, qui puisse relancer proprement, qui a une qualité technique, qui te fait des passes, qui passe entre les lignes. Et c'est Verratti. Yacine, Yacine, toi justement, à l'entrée de Verratti, est-ce que tu penses que ça a quand même changé les choses ou que c'était trop tard? Enfin, en tout cas, dans l'état d'esprit, dans l'intensité, on n'y était pas. Et même malgré l'entrée de Marco, ça n'a pas forcément changé les choses. Non, ça n'a rien changé parce qu'en fait, de toute façon, il n'y avait pas de mouvement. Donc, il pouvait avoir le ballon, il n'y avait pas de solution, à part Sarabia qui essayait d'apporter. Neymar, en fait, il a apporté parce que malgré tout, les plus grosses situations parisiennes, elles partent de Neymar. Mais il l'a fait tranquillement. C'est-à-dire que si vous avez remarqué, très rapidement, il est pu aller dans les duels. Quand il y avait un ballon entre deux, il n'y allait pas vraiment. Donc, il l'a fait parce qu'il sait se placer, parce que quand sa prise de balle, elle est bonne, bah, c'est Neymar, quoi. Donc, il a fait des décalages, mais il n'a pas fait plus. Et à l'entrée de Verratti, effectivement, Verratti, il a touché des ballons, mais il n'y avait pas de mouvement. Donc, de toute façon, il n'y avait plus grand-chose. Et moi, encore une fois, pour revenir sur Tourelle, et je l'ai dit dans plusieurs papiers, alors je mets mon gilet pare-balles parce qu'il paraît que je fais du bashing. Oui. Là, je le mets. Non, ça va. Parce tu aurais dû écrire en fait qu'on a fait un super match, qu'on a maîtrisé de bout en bout, qu'on a gagné la Coupe de France. Il fallait être content pour ça. Et puis, tu vois, tu es un méchant parce que tu fais du bashing, tu n'aimes pas ton peuple. Et qu'on a gagné tout ça grâce à Gay. Voilà. Surtout, il faut que tu rajoutes ça, sinon ça ne va pas passer. Et le problème, c'est que moi, j'ai un vrai problème dans la lecture des matchs de Tourelle. J'ai l'impression qu'il ne sait jamais quoi faire. J'ai l'impression que ces changements, ils sont presque prévus à l'avance. J'ai l'impression qu'il est dans, j'ai envie de dire, l'état d'esprit du coach de bon, on gagne, je ne sais pas quoi faire, donc je ne vais pas toucher au risque de. Voilà. Et moi, à un moment donné, je voyais Di Maria, même Neymar, même si tu sais qu'il peut faire la différence. Icardi. Mais moi, à un moment donné, je suis obligé d'apporter quelque chose. Ton équipe, elle ne s'en sort pas. Ton équipe, elle ne garde plus le ballon. Elle ne se crée même plus d'occasion. Mais à un moment, il faut apporter quelque chose. Alors, ok, Di Maria va être suspendu contre l'Atalanta, donc il a besoin de jouer. Mais je veux dire, si tu le sors à la 70e, à la 65e, ce n'est pas un drame. Donc, voilà, il y avait des solutions sur le banc. En même temps, le message que tu envoies, c'est que. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a droit à 5 changements. Il n'en fait que 3, dont 2 forcés. Donc, ça veut dire qu'en fait, il fait un seul choix. Oui, on rappelle, Dagba pour Kerrer sur blessure et évidemment, on va revenir sur Mbappé. Et Sarabia. Donc en fait, son seul choix de coaching, finalement, c'est Verratti Paredes. Tu as le droit à 5 changements. Tu es dans le dur. Tu es en phase de préparation et tu trouves pas les solutions. Parce que du coup, c'est vrai, je te coupe rapidement, Yacine. Par exemple, offensivement, on a un mec qu'on a senti plus ou moins en forme, c'est Choupo-Moting,
qu'aurait pu peut-être, avec sa fraîcheur sur les 10 dernières minutes, apporter avec sa taille, son poids, etc. On sait que lui, dans la surface, enfin, il est difficile à prendre, on va dire. C'est contre Etienne, il faut le faire. En plus, voilà. Donc, effectivement, il y avait des solutions sur le banc et on aurait pu aussi changer d'animation tactique, évidemment, faire rentrer peut-être, pourquoi pas, avec la sortie d'Mbappé, au lieu de le remplacer numériquement, on va faire rentrer un milieu supplémentaire pour encore densifier le milieu et poser des problèmes à un Saint-Etienne qui évolue à 10. On est d'accord, Yacine? Ouais, Et mais après, même, Cédric, je voudrais. Ou même Cédric après, d'abord. Ouais. Cédric d'abord et Moi, après, je je suis te donne la toujours, parole, Yacine. moi, je suis toujours ennuyé avec ce 4-4-2. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais moi, oui, moi, c'est ce que j'aurais fait. Après, Sarabia, j'aime beaucoup Sarabia. Et en plus, il a fait une rentrée, il a fait une bonne rentrée. Moi, c'est toujours pareil. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Mais non, mais les choix de Tourelle, il a tellement de possibilités sur le banc que tu comprends pas. Le seul changement qui est incohérent, que tu ne peux pas faire, il le fait. Donc en fait, c'est ça que tu te dis, mais c'est pas possible. Tu as Paredes qui fait son match, qui est là, qui tient bien le milieu, etc. Tu as un Gay qui est complètement à la rue. Tu as plusieurs changements à faire. Le seul changement que tu fais, c'est Verratti avec Paredes. Je comprends pas. Moi, je rejoins Yacine, je comprends pas. Et il parle de Choupo-Moting, je suis entièrement d'accord. Choupo-Moting, il peut peser sur la défense. Choupo-Moting, Icardi, il a traversé le match comme un fantôme. Donc ça peut pas être pire. Oui, Donc c'est pas son fais meilleur quelque match, chose. ça c'est clair. Ouais. Voilà, mais ça arrive. Tu peux faire un match dedans, bon, il n'y a pas de souci. Mais change. Tu as des possibilités, tu es en Coupe de France, tu mènes 1-0, tu es à 11 contre 10, fais quelque chose. Fais quelque chose. Moi, j'ai du mal, vraiment, j'ai du mal avec ce match. Vas-y, Yacine, un juste dernier sur mot et la après on va lecture passer du jeu, aux 4 éléments offensifs de. juste, juste sur la lecture du jeu, pour moi, à un moment donné, quand tu es en difficulté comme ça, que tu n'arrives pas à tenir le ballon, justement, est-ce qu'à la 65-70e, tu ne te dis pas, j'enlève Di Maria, puisqu'il y a Exactement. Tarabia, tu rajoutes un milieu, tu passes en 4-3-3, c'est pas renier ton 4-4-2. C'est juste t'adapter à une situation déjà de préparation bizarre avec les 4 mois d'arrêt, etc. Et t'adapter à ce qui se passe sur le terrain. Ok, Ouais. on t'a dit que le 4-4-2, ça marchait et que c'était bien. Tu l'as mis pendant 1 heure. Tu vois que maintenant, tu es en difficulté. Ben, passe en 4-3-3. Voilà, et tu rajoutes un milieu, tu remets de la densité, tu remets de la maîtrise avec par exemple Paredes, Verratti, Herrera, ou même Gay, tu le laisses, c'est pas un problème. Voilà, il n'y a pas d'adaptation. On a l'impression que tout est figé, je ne peux pas faire autre chose. Je change poste pour poste, je ne prends pas de risque, je ne peux pas toucher certains joueurs. Parce que pour moi, quand il ne sort pas Icardi, l'idée c'est de se dire j'espère qu'il va en avoir une et marquer pour remettre en confiance. C'est ça la vérité. Tu as Voilà. l'impression que le mec, il est là, il veut mourir avec ses idées. Et non, c'est comme ça, j'ai fait mes choix, voilà, je suis sûr de mon truc, ça va être comme ça et pas autrement. Mais justement, les qualités d'un coach, c'est de pouvoir s'adapter à la situation. C'est ça qui fait un grand coach. C'est que, ok, tu as mis un 4-4-2, mais comme dit Yacine, tu peux le moduler, tu mets un 4-3-3 en fonction de la situation, en fonction de l'adversaire, parce que l'adversaire s'adapte aussi à toi et Un s'adapte peu à la ton jeu. spécialité des coachs italiens. Exactement, c'est moi, voilà, Allegri, hein. Je suis un énorme fan. Alex, si vous voulez dire un mot, vas-y, je Ouais, t'écoute. c'est vrai, c'est très vrai ce que vous dites sur Tourelle et son manque de créativité. Moi, j'ai été très surpris de voir qu'on a bouffé, hein, excusez-moi du terme, mais on a bouffé le milieu de terrain parisien, hein, sincèrement. Et même à 10 contre 11, pour moi, l'infériorité numérique, elle ne se voyait pas. Que ce soit la doublette Camara-Mvila ou la doublette Mvila-Neyou, avec Boudbouz qui était sur un côté en deuxième mi-temps, mais c'est différent. On était en supériorité numérique au terrain, au milieu du terrain, pardon. Donc, c'est les différents systèmes de jeu qui voulaient ça. Mais effectivement, comme dit Yacine, tu vois que même à 11 contre 10, t'as pas le ballon, t'as pas la possession et que tu te fais bouger au milieu, change ton système. Après, on va y revenir, mais c'est vrai qu'Yacine, il y a une théorie qui est intéressante sur le. C'est en rapport avec la blessure d'Mbappé, tu nous en parleras, tu en avais parlé sur le papier que tu as fait en résumé du match, c'est sur la crainte des joueurs devant qui n'allaient pas forcément au combat après avoir vu Kerrer, successivement Mbappé et Kerrer sortir du terrain. Mais on va y revenir. Justement, on va passer un peu aux éléments offensifs. On va tout de suite parler du cas Mbappé. Je vais te donner la parole tout de suite, Alex, sur la vilaine faute de votre capitaine Perrin sur Mbappé. Alors, c'est vrai que sur le geste, il a tenté ce que tous les défenseurs tentent sur un attaquant qui est rapide et dont on sait qu'il va passer parce qu'il est plus rapide que vous. Là, c'est vrai qu'il touche d'abord le ballon, sauf qu'après, il emporte le pied appuie bien sur la cheville droite de Mbappé. Donc, Ouais. on peut parler clairement, j'allais dire entre guillemets, d'un attentat, même si on sait que Perrin, c'est
pas du tout le style de joueur. Attention, hein, c'est pas non plus. Je vais vous donner un exemple d'un joueur des années 90-2000, Cyril Roll par exemple, ou bien l'ancien Bastier qui a fini à Toulouse, qui a joué à Toulouse aussi, je me rappelle plus le nom. Voilà ce genre de joueur. Perrin, faut être honnête, hein, même si moi devant ma télé, en tant que supporter, je l'ai insulté de tous les noms. Attends, juste je finis. Tu peux parler de Yasser. Ah, ouais. Moi, en tant que supporter, c'est vrai que je l'ai insulté de tous les noms devant mon écran. J'étais vraiment dégoûté parce que tout de suite, j'ai su qu'Mbappé allait sortir hein, quand on voit le geste. Mais après, avec du recul, 24 heures après, en lisant aussi quelques papiers autour de Perrin, il a l'air d'être malheureux et de regretter. Donc, je pense qu'il est sincère. Mais comment dirais-je, Alex, pardon. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ce geste? Ce que tu en as pensé, ton analyse? Et surtout, l'après, est-ce que tu as des infos sur la réaction de Perrin, comment il l'a vécu, etc., etc. La première chose, comme ça va être clair, il y a faute, il y a rouge, il n'y a rien à dire. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, il faut savoir que, comme tu disais, Mousse, Loïc Perrin, on parle d'un mec qui a 17 ans de carrière, qui a pris 2 cartons rouges, en comptant celui de vendredi soir. À titre de comparaison, Mbappé, il a 4 ans de carrière, il en est déjà à 3. Donc on parle d'un joueur, comme tu as dit, c'est pas un joueur méchant, Loïc Alors, Perrin. juste je te coupe sur Mbappé, c'est vrai. Après, c'est pas du tout les mêmes contextes, les mêmes cartons, etc., etc. Mais c'est pour mettre Deux en avant. fois, il prend un carton rouge pour des réactions sur des grosses fautes sur lui. Ça, c'est pas vraiment la même chose. Mais bon, je te laisse finir. Vas-y. C'est pour montrer que Loïc Perrin, c'est tout sauf un joueur méchant. C'est tout sauf un joueur méchant. Attention, on dit pas ça. On n'a jamais dit que Perrin était méchant. On dit juste que le tacle qu'il met, c'est un scandale. C'est ce qui se dit sur les réseaux, Cédric. C'est pour ça que je tiens à le dire, parce que je vois. Les réseaux. J'ai même été sur sa dernière publication Instagram qui a aucun rapport avec le foot, des torrents d'insultes. Bon, bref. Mais on parle d'un mec qui n'est pas un joueur méchant. Après, il va pour toucher le ballon. Honnêtement, on voit des matchs de foot tous les week-ends pendant toute l'année. Combien de fois ce genre de tacle arrive dans un match? Une tonne de fois. Si. Ah non, mais là, quand même, c'était. Alors, je veux bien, Alex, être cool, soft. Je ne veux pas faire le haters de base en disant Perrin, c'est un boucher, etc. Je suis plutôt d'accord avec toi sur le truc. Mais là, le tacle qu'il fait, honnêtement. Je suis d'accord. Tu sais que c'est Mbappé. Enfin, tu sais que c'est Mbappé. Ouais. Tu sais aussi, alors, ça ne regarde pas hein, qu'on joue un quart de finale et tout. Mais quand même, tu vois. Tu sais que ce genre de tacle, c'est du 50-50. Le joueur, il peut se relever, c'est vrai, en fonction de l'état de sa cheville, du corps qu'il a, etc. Yacine, il pourra nous en parler. Mais là, ce qu'il fait quand même, quand il y va, il doit se dire, je risque le carton rouge quand même, tu vois. Je suis totalement d'accord sur le fait que le tacle, il a rien à faire. Surtout que on est à 30 mètres des buts. Voilà. Maintenant, ce genre de tacle, on les voit. Si c'est pas Mbappé, on les voit, bien sûr. Si c'est pas Mbappé, s'il n'y a pas un Final 8 dans 2 semaines, voilà, on se dit, le joueur, il a une entorse. Enfin, là, ça a pris une tournure médiatique qui est trop importante à mon goût. Mais encore une fois, il y a faute, carton rouge, rien à dire. Après, sur la réaction de Perrin, on le voit. Il accompagne Mbappé, il a l'air vraiment touché. Il est rentré, alors pour une info, c'est pas la nôtre, mais c'est un papier de Bernard Lyons dans l'équipe qui a sorti ça. Voilà, il est rentré très touché à Saint-Etienne vendredi soir après la finale et il est tout de suite parti en vacances avec sa femme et ses enfants loin de Saint-Etienne. Parce que du fait déjà d'avoir blessé Mbappé, mais surtout parce que c'était le dernier match de sa carrière stéphanoise. Cédric, tu voulais dire un mot sur le carton rouge? Ouais, sur le carton rouge, moi, pour moi, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Perrin, c'est pas un méchant, on le sait. C'est pas non plus le joueur agressif. On ne parle pas de lui toutes les semaines en disant putain, c'est encore un assassin, etc. Mais là, il fait un tacle monstrueux. Voilà, il ne maîtrise pas, il part, on ne sait même pas pourquoi il part. Je ne sais même pas pourquoi il fait ça. Il est à 30 mètres du but, il n'y a pas d'action, il n'y a rien. C'est incompréhensible. À mon avis, il pète un plomb. Voilà, il y a un moment donné où tu peux, ça arrive, tout le monde fait des erreurs. Là, il fait une erreur. Pour moi, c'est ça. Maintenant, voilà, faut pas tirer le débat sur violent, pas violent. Non, c'est un mec qui est pas violent. Mais par contre, sur cette action-là, il a complètement craqué et ce tacle est totalement inutile, quoi. Vraiment. D'ailleurs, Kylian Mbappé a été très fair-play sur les réseaux. Il y a d'abord eu un tweet du club stéphanois en lui souhaitant un bon rétablissement. C'était un petit tweet d'excuse, j'imagine, mais c'était plutôt cool de la part de Saint-Etienne. Et la réponse super fair-play de Kylian Mbappé, voilà, qui a retweeté avec un petit commentaire en disant, en gros, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Donc ça, c'est plutôt cool déjà. Yacine, est-ce qu'il y avait autre chose à faire quand on est défenseur comme ça et on est âgé face à un jeune joueur de 19-20 ans qui est aussi rapide qu'Mbappé? Est-ce qu'il y avait autre chose à faire, Yacine?
Il y avait autre chose à faire, oui, parce que comme l'a dit Alexandre, déjà l'action elle est loin. C'est pas comme si c'était vraiment. S'il est passé, il n'y a pas la différence, elle n'est pas faite. Bref. Mais C'est clair. malgré tout, il y a un contexte à prendre en compte. Et effectivement, Perrin, il n'a pas 18 ans. Mais par contre, Perrin, il jouait peut-être le dernier match de sa carrière. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est sa première finale de coupe avec Saint-Etienne. Et son club. De la Ligue en 2013. Coupe de la Ligue. De France. De la Ligue. Parlez. Coupe de France, Coupe de France, c'est la première. C'est la première Coupe de France. Parce que pour moi, la Coupe de France, c'est la vraie coupe. Ouais. C'est la première finale de Coupe de France avec son club. C'est le dernier match peut-être de sa carrière. Émotionnellement, c'est très compliqué. Et on ne se rend pas compte de ce que c'est, mais vraiment, c'est très compliqué de jouer son dernier match comme ça. En plus, on ne sait pas vraiment, mais normalement, c'est son dernier match. Et quand il se jette comme ça, c'est pour dire, le dernier match, je vais tout donner. C'est pas pour défoncer Mbappé, c'est pour dire, je vais C'est être maladroit. Voilà. C'est maladroit, c'est une erreur. Et je pense qu'en fait, il lit mal la trajectoire. C'est-à-dire qu'au départ, il pense qu'il peut y être et il est en retard. Parce que Mbappé, il touche juste le ballon pour s'en sortir. Et en fait, il est en retard. Après, effectivement, c'est pas le geste qu'on attend. Et il y avait mieux à faire, ça, c'est sûr et certain. Mais tu vois, par exemple, pour moi, le geste de Camara sur Paredes, pour moi, c'est plus méchant que ce qu'a fait Perrin. Complètement. Dans la mentalité. Mais pourtant, il y en a un où il n'y a pas de blessé. Donc, en fait, tu retiens même pas. C'est-à-dire que, OK, il y a eu un coup, mais on est passé à autre chose. Mais pourtant, le geste, il est plus méchant que celui de Perrin. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le football, c'est compliqué, quoi. Après, Perrin, il a peut-être eu la même sortie que Zidane, quand même. C'est pas... Ouais. Pas vraiment exactement, il n'a pas mis un coup de tête, mais je rigole. c'est une sortie qui sera triste pour lui, évidemment, parce que sortir sur un carton rouge comme l'a fait Zidane en 2006, quand on a eu la carrière qu'il a eue dans son club à Saint-Etienne, bon, j'imagine qu'évidemment, il doit être triste. Après, voilà, si Kylian Mbappé s'en sort, peut jouer l'Atalanta Bergame, et qu'en plus, il y a une qualification au bout, bon, ça sera de l'histoire ancienne, pardon. Une anecdote. Après, attention. Par contre, s'il n'est pas présent au match et qu'on perd ce match, j'ai peur pour Perrin qui prenne encore la sauce pendant quelques semaines vis-à-vis des supporters parisiens. Mais bon, on n'y est pas encore. On espère qu'il se rétablira pour le match et que ça se passera bien. Oui, Cédric. Moi, je vais me faire lyncher. Là. Moi, je fais le parallèle entre les deux, entre Perrin et Zidane. Dans les deux cas, moi, j'étais content. Parce que moi, je suis pour l'Italie. Je suis franco-italien. Je suis pour l'Italie. Donc, moi, j'étais très content dans les deux cas. On va couper cette scène. Hein. Je ne fais pas d'histoire. non, mais dans les deux cas, c'est triste parce que c'est deux joueurs. Voilà, Perrin, comme je le dis, hein, c'est un joueur qu'on aime bien. C'est un joueur qu'on a toujours suivi dans la Ligue 1. Et c'est dommage pour lui de sortir comme ça. Il doit être hyper triste. C'est pour ça, c'est pas quelqu'un de méchant. Encore une fois, il faut vraiment que sur les réseaux, il se calme. C'est vraiment pas un joueur qui est méchant. Et on connaît les réseaux. Hein. Ouais, c'est pour ça. Bah oui, moi je les connais bien. Ouais, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Tu connais et par United, on connaît aussi, crois-moi. Je sais. J'ai vu. Ouais. T'inquiète. Après voilà, il faut être un peu fort et laisser un peu couler. C'est pas la vraie vie, hein, les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. C'est tout sauf la vraie vie. Juste si je peux faire juste une parenthèse sur Bonga. Vas-y Yacine, après Alex, je te donne la parole. Il s'est excusé justement après. Et il en a parlé à la mi-temps. Et franchement, ce serait bien à un moment donné. Alors, soit les joueurs, on arrête de les interviewer à la mi-temps. Parce que les joueurs, ils sont dans l'émotion. Et c'est obligé qu'à un moment donné, on dit des conneries. Parce qu'il n'a pas vu l'image. Il est énervé parce que c'est une finale, il y a carton rouge. En plus, ils ont des occasions. Donc, il se dit, ouais, on est à 10 alors qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, etc. Donc, tu es dans l'émotion et tu commences à parler d'injustice et tout. Et finalement, après le match, tu te rends compte. Voilà, il y a un moment donné, et j'en veux pas à Banga, mais j'en veux plus moi à tous ces médias en fait qui cherchent tout le temps l'interview de la mi-temps, l'interview du truc. Et en fait, on est entre deux, c'est-à-dire que l'interview de la mi-temps, soit le joueur il dit rien, soit il est dans l'émotion et il dérape. Et en fait, ça nous apporte rien, nous, quelque part. Tu vois, laissez-les jouer et puis voilà, c'était. Alex, tu voulais rajouter quelque chose et après on va passer à Neymar, Di Maria, etc. Allez, vas-y. Ouais, surtout quand c'est pas Ganelli en plus. Vas-y, Alex. Ouais, non, mais juste sur deux choses pour clore ce débat. Perrin, lui, il a été très triste, mais nous, il faut savoir qu'en tant que supporter stéphanois, le voir finir comme ça, c'est très douloureux, sincèrement, parce qu'on parle d'un joueur qui a fait toute une carrière dans son club et des joueurs comme ça, on n'en verra plus, qu'on soit clair. Donc, franchement, une grosse pensée pour lui et un merci pour tout ce qu'il a apporté. Après,
j'aimerais revenir sur une chose. On parle beaucoup, on a beaucoup parlé, et ce débat-là, Perrin-Mbappé le rejoint, de l'intensité et de l'agressivité qu'ont mis les Stéphanois dans ce match. Souvent, on entend parler sur plusieurs pages médias, plusieurs grosses maisons de presse, que cette intensité, cette agressivité, c'est ce qui manque à Paris pour être prêt dans les gros matchs en Ligue des Champions. Et quand il y a des clubs qui la mettent, que ce soit Saint-Etienne vendredi, je pense à Strasbourg, je ne sais plus quand, contre Paris, le club du PSG, notamment Tourelle, sont les premiers à s'en offusquer. Donc j'aimerais avoir votre avis sur, voilà, vous cherchez cette intensité-là, ou vous vous dites, on préfère être dans notre confort, dans notre Ligue 1, on gagne nos matchs 4-5-0. Alors, je vais répondre moi, parce qu'il ne nous reste que 10 minutes pour Vas-y, Mousse. qu'on Vas-y, finisse. Mousse. Évidemment que nous, en tant que supporter, tu préfères avoir de l'adversité et avoir des équipes qui te rentrent dedans. Mais encore une fois, une équipe qui met l'intensité, c'est pas une équipe qui, à la 30e seconde, peut déjà blesser Neymar. Encore une fois, il ne faut pas confondre intensité et excès d'engagement. Agressivité. Bien sûr, on a fait des matchs avec intensité en Ligue des Champions où c'est Paris qui mettait l'intensité et les équipes. On va prendre l'exemple de Barcelone au Parc, le 4-0, même si après on s'est fait manger. Mais tu vois, des exemples comme ça, je peux t'en citer quelques-uns. Et même à Madrid, quand on perd 3-1, on joue à 1, on est à 1 partout jusqu'à la 81e, on fait un super match. Donc je peux t'en citer des matchs. Mais encore une fois, intensité, ça ne veut pas dire mettre des béquilles, essayer de casser la jambe du joueur. Alors je ne dis pas que Perrin il l'a fait, hein. Je te parle en globalité, évidemment. Nous, on veut. Mais tu verras que le match de l'Atalanta, ça sera ça. Ça sera une opposition où les deux vont essayer de mettre de l'intensité. Et normalement, dans ce type de match, il y a peu de fautes parce que ça joue au ballon. Mais quand tu as une équipe qui veut jouer au ballon et l'autre qui veut t'empêcher, mais pas en jouant au foot, en te mettant des coups, enfin, tu m'as compris. Voilà, évidemment que nous, on ne veut pas parce qu'on pense à l'intégrité de nos joueurs et on veut que nos joueurs ils sortent vivants au bout des 90 minutes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais voilà, je pense avoir répondu je pense qu'on pense tous à peu près la même chose quand on supporte le Paris Saint-Germain. Exactement. Il nous reste 5-6 minutes, parler de l'article que tu as fait, Yacine, sur ce match. Et tu nous as parlé aussi un peu, tu as remarqué que Di Maria et Neymar, après les sorties successives d'Mbappé et Kerrer, n'ont plus été, on va dire, dans l'engagement parce qu'ils ont eu peur pour leur intégrité physique et ils ont cherché plutôt peut-être même à se protéger pour éviter eux aussi la blessure. Est-ce que tu peux nous développer tout ça? En fait, il y a une action qui est très symptomatique de ça. C'est en deuxième mi-temps. Neymar reçoit un ballon, un renversement. Il fait le contrôle. Il y a, je crois que c'est Fofana qui revient couper. Neymar, le ballon est rebondi et en fait, Neymar, il le laisse. Il ne va même pas le jouer du bout du pied ni rien. Et en fait, c'était ça le truc, c'était de se dire. Après, encore une fois, tu mènes pas un 0, peut-être que c'est différent. Là, tu mènes un 0. Oui, ça veut dire que là, c'était plus dans la gestion. Il Voilà. n'aurait peut-être pas eu la même attitude à 0-0 s'il a fallu marquer ce premier but. Voilà. On va pas aller dans les duels. On va pas risquer une blessure. Et on va se gérer, en fait, parce que finalement, et tout le monde le sait, le plus important pour eux, c'est le quart de finale face à l'Atalanta. C'est exactement ça. Mais ça fait. C'est aussi, tu vois, mais c'est aussi ça le truc, c'est que l'agressivité, et je pense que ça a fait partie du discours de Puel, c'est qu'en mettant cette agressivité, déjà, tu sais que Paris n'aime pas ça. Donc, il y a des joueurs qui peuvent réagir. Mais en plus, tu sais aussi qu'ils vont peut-être pas aller dans les duels parce qu'il y a une grosse échéance. S'il n'y a pas l'Atalanta, je ne te dis pas que le match il tourne pareil. Peut-être que Paris répond dans l'agressivité, peut-être que Paris, Neymar va provoquer, va prendre le ballon, mais il y a l'Atalanta dans 15 jours. Et dans le discours de Pierre, c'est obligé que ça a coûté, parce qu'ils savent très bien que l'objectif de Paris, malgré tout, la Coupe de France, c'est très bien, c'est une victoire, c'est encore une coupe, etc. Mais ce n'est pas la priorité numéro 1 des 3 prochaines semaines. Donc c'était logique. Et Di Maria, alors Di Maria, franchement, je crois que je lui ai mis 4 sur la note dans l'article, mais je crois que j'ai été gentil, parce que vraiment, il s'est caché tout le match. Honnêtement, il a été transparent, tout comme Icardi. Vraiment, c'est vrai que. Parce que je pense qu'Mbappé, s'il n'avait pas été blessé, donc s'il avait pu jouer les 90 minutes, je pense qu'il y aurait eu des buts d'Mbappé parce que Saint-Etienne a quand même pris des risques à jouer très haut. Et avec la vitesse de Neymar et Mbappé, je suis sûr et certain qu'en contre, on aurait pu faire très très mal. Justement pour finir, et c'est pas que
Saint-Etienne, c'est aussi Paris, il manquait de jambes. Parce qu'il y a encore une fois une action où Di Maria part en contre. C'est Neymar, il lance Di Maria. Il y a Icardi et Sarabia qui font l'appel dans l'axe. Di Maria, il n'a même pas les jambes. Alors qu'il avait 5 mètres d'avance pour venir et donner le ballon. Et je pense que Paris était, je l'avais dit, 3e à 5e semaine, ils allaient être dans le dur parce que leur préparation, là, Saint-Etienne, ils ne jouent plus rien jusqu'à la reprise du championnat. D'ailleurs, ils sont en vacances, je crois, pendant 5 jours. Ouais. Alors que Paris fait sa préparation en intégrant 2 matchs officiels que tu dois gagner, qui ressemblent à de la préparation pour arriver au top contre l'Atalanta. Donc, c'est deux schémas aussi très différents. Ah, c'est ça. Il y a un bruit là, je sais pas c'est qui. Un petit bruit de fond. Pas moi. Moi, j'ai pas de bruit. Je suis tout seul. Voilà. Cédric, Ouais. allez, 1 minute sur ce que vient de dire Yacine. Comment tu réagis Est-ce que tu l'as ressenti toi en regardant le match aussi? Écoute, quand on a commencé l'interview là aujourd'hui, le premier truc que je t'ai dit, c'est j'ai dit exactement la même chose que Yacine. J'ai dit quand tu vois au bout de 30 secondes que tu prends un bon tacle comme a pris Neymar, quand tu vois que Kerrer sort, quand tu vois que Mbappé sort, quand tu vois les blessures, les mecs derrière ils se sont dit oh là 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 là, attention, on mène 1-0, on va pas se blesser, on va faire attention. Et ça, je rejoins mais Yacine à 100%. Et c'est logique. Neymar en plus à chaque fois, chaque année, il est toujours blessé. Au moment de la Ligue des Champions, au moment crucial. Là, le mec, il est plein de balles, physiquement, il est prêt, il a envie d'aller au bout, il n'a pas envie de se blesser. Et Di Maria, c'est la même. Voilà, Di Maria, on l'a pas vu, et c'est exactement la même chose. Icardi, je sais pas trop. Après, Icardi, il n'a pas non plus des ballons exceptionnels à jouer. Donc voilà, mais c'est toujours pareil. Attention, Icardi, comme on l'a dit, c'est pas Cavani qui va revenir défendre, c'est pas Cavani qui va venir sur le côté. Icardi, c'est un renard des surfaces. Il est là et tu lui donnes le ballon, il va te le mettre au fond, mais il faut le pourvoyer quoi. Après, mais encore une fois, ouais. Il a quand même l'occasion où Fofana enlève le ballon. Ouais. Un Icardi en forme, il doit quand même rester devant Fofana. Il peut pas. Il doit rester. Non, il n'y a pas de souci. Sur celle-là, on se rejoint. Mais encore une fois, tu vois, moi, c'est pour ça que je disais que pour Saint-Etienne, moi, j'aurais pas mis cette équipe-là. Tu vois, par exemple, l'équipe qu'on voit en deuxième mi-temps la dernière fois, j'aurais peut-être mis plus une équipe de soldats avec du Sarabia. Tu peux pas parce que indirectement, tu prépares la finale, donc tu es quand même obligé de mettre au moins tes titulaires en puissance. Tu mixes, moi j'aurais mixé, j'aurais plus mis titulaires en puissance et les faire monter justement en deuxième période et jouer face à Lyon. Je sais pas, moi je l'aurais fait différemment. Après, c'est un avis personnel. Hein. Oui, mais après, sachant que tu as 5 changements, tu peux très bien commencer avec Herrera, avec Sarabia, et puis en deuxième période, et ben là tu balances Di Maria, tu vois ce que je veux dire. Et après c'est vrai que je pense que comme c'est la première fois qu'ils jouaient autant de minutes, parce que d'habitude ils faisaient, ils ont commencé par faire une mi-temps, après ils ont fait 2 fois 30 minutes, après ils ont refait une mi-temps, et là tu vois aujourd'hui les titulaires ils sont quand même, ils ont pour certains ils ont fini le match. Donc je pense que ce qu'il a voulu faire, c'est les observer sur un match officiel où il savait que Saint-Etienne, il l'a dit, Tourelle, il s'attendait à un match difficile. Donc je pense qu'il a voulu voir, c'est le comportement de ses joueurs sur 1h30 face à une équipe d'un niveau un peu plus correct que ce qu'on a vu. Et nous, on aurait voulu voir son niveau à lui en tant qu'entraîneur pour les changements, ce qu'on n'a pas vu. C'est vrai. Un mot, bien sûr, Alex, dis-nous. Un dernier mot puisqu'on parle de votre ligne offensive. Je te rejoins, Mousse, sur Mbappé. Avant sa sortie, je l'ai trouvé, comme d'hab, pas de surprise, mais voilà, très en jambes. Sur le premier but, l'accélération qu'il place. Au début, j'en veux à Kolo Djedjak de ne pas le suivre, mais je me dis que en voyant le ralenti, c'est pas possible. Il va trop vite. Sur une déviation, je me souviens plus, mais sur le côté droit, une petite talonnade, il crée le décalage. Enfin, pour moi, c'est vraiment le facteur X de votre quatuor offensif. Et c'est pour ça que c'était intéressant ce que tu disais aussi, Mousse. On a pris des risques en jouant aussi haut, surtout en titularisant Perrin, dont la vitesse n'est pas le point fort, sachant qu'on pouvait se faire prendre en transition rapide dans notre dos. Et c'est comme ça que vient la faute de Perrin sur Mbappé, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est bien qu'il y ait eu cette opposition parce que ça va donner un peu de travail à Tourelle parce que l'Atalanta joue aussi très très haut et eux aussi, leurs centraux, c'est pas les plus rapides du monde. Donc voilà, je pense qu'il y avait vraiment des choses à faire avec Mbappé face à Saint-Etienne vendredi s'il était resté sur le terrain 1h30, évidemment. Bon, j'imagine qu'en tant que supporter, Alex, c'est humain, quand tu l'as vu sortir, j'imagine que ça t'a quand même un peu soulagé.
pas que tu aies souhaité sa blessure, etc. Mais un joueur comme ça en moins sur le terrain, Un danger j'imagine en en tant moins. que supporter, ça t'a redonné un peu d'espoir. Tu veux que je te dise la vérité, quand j'ai vu qu'il sortait et que Perrin prenait le rouge, dans un premier temps, tout de suite, la réaction primitive, entre guillemets, c'est voilà, de me dire merde, il y a notre capitaine qui sort, il y a Perrin qui sort, donc on va jouer à 10 pendant 1 heure. Mais d'un autre côté, tout de suite, effectivement, je me dis, là, ils perdent leur joueur leur plus important et qui peut nous faire le plus mal. Donc, voilà, on ne souhaite jamais la blessure d'un joueur Bien sûr. et on espère sincèrement que Kylian sera là dans le 12 ou 13 août, je ne sais plus, pour l'Atalanta. On l'espère tous. Il va refaire des examens, il me semble, mardi. Il devait laisser 72 heures, donc c'est normal. Hein, c'est pour, je pense que, dégonfler un peu la cheville, faire des examens. Alors, il y a eu des articles un peu contradictoires. Il y a un article d'RMC qui a interrogé un médecin qui disait qu'il y avait peu de chances qu'il soit présent le 12. On a un article ce matin dans le Parisien, il me semble, avec l'avis d'un autre médecin qui dit, lui, non, on est plutôt optimiste parce qu'il a réussi à regagner le vestiaire en marchant et c'est plutôt bon signe. Faut Donc, attendre mardi. voilà, je pense Juste- aussi. Juste Vas-y, Yacine, vas-y. pour ceux qui ont été rassurés parce qu'il est sorti en marchant, ça n'a rien à voir. Ça va rien dire. On parle les ligaments déchirés, mais quand tu es à chaud, tu peux marcher. Par contre, le lendemain, c'est là que tu morfles. Donc déjà, ça n'a rien à voir. La deuxième chose, c'est qu'en fait, tant que tu n'as pas véritablement l'IRM devant toi avec ce qui se passe au niveau des ligaments, il n'y a personne qui peut donner un Ça avis. va. L'entorse normale, on va dire à ce niveau-là, avec les soins, etc., on va dire que c'est 10 jours d'arrêt. En gros, c'est 3 semaines entre le moment où tu as eu la blessure et la reprise officielle en match. Maintenant, suivant la gravité de la blessure, oui, ça peut être 4 semaines, 6 semaines. Et le problème, pourquoi il faut attendre 12 heures, c'est qu'aujourd'hui, avec le gonflement, il y a du sang. Et donc, à l'IRM, tu ne vois pas tout. Et peut-être que sans le sang, ils vont voir des ligaments déchirés. Et peut-être qu'on va rester 6 semaines à 2 mois. C'est pour ça que les avis aujourd'hui, tout le monde donne Faut son attendre. avis. En fait, tu Ça, perds. faut attendre, Voilà. faut attendre mardi, mercredi, on en saura plus. Non, mais là, faut s'attendre les prochaines heures à avoir tous les soi-disant spécialistes Bien des sûr. chevilles. Voilà. Là, Ça je pense fait- que dans ça tous fait les du talk buzz, shows qui ça vont fait du parler buzz, ça fait qui vont parler. parler de foot, ils vont inviter un médecin et puis voilà, Non, mais chacun va y aller de son avis. Les mecs, ils n'ont pas vu l'IRM, mais ils ont un avis. Et les gens qui ont vu l'IRM, ils n'arrivent pas à se prononcer. Donc, t'imagines. Ouais, non, c'est compliqué. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour complet de cette finale, remportée, donc je le rappelle, 1-0 par le Paris Saint-Germain qui remporte sa 13e Coupe de France et qui en fait toujours, ce qui en fait toujours le club le plus titré de France. Je rappelle, après simplement 50 ans d'existence, ce qui est Voilà. pas mal. J'en profite juste pour dire que j'ai aujourd'hui un maillot. Alors, il est vert, hein, c'est pas le maillot de Saint-Etienne. On voit bien, C'est on voit maillot, bien de l'écussion. c'est maillot de gardien du PSG, les gars. Calmez-vous. Voilà, exactement. Et c'est le maillot du 3e gardien de la finale PSG-Auxerre en 2015. Donc, il appartenait à Moridio, que je salue. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se retrouve samedi prochain pour le débrief de PSG Lyon, finale de Coupe de la Ligue. Je remercie Alexandre. Excuse-moi. Allez, Paris, hein. Pardon. Tu vois, j'allais dire, Alexandre, un petit pronostic pour PSG Lyon. Ouais. Ne les laissez pas gagner, hein. On vous fait confiance. Hein. T'inquiète, Alex, t'inquiète. Il n'y a pas de sur ce risque. coup-là, on est ensemble, t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète. En tout cas, Ouais, je voulais te remercier, Alex, donc Alex du compte Twitter Saint Inside pour les supporters de Saint-Etienne. Allez suivre ce compte. Il y a des petites exclus, il y a des infos, l'équipe est sympa. Et on leur souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup, Cédric. On se retrouve bientôt. Merci. Peut-être si tu es dispo après Lyon. Mais alors cette fois-ci, hein, pour les auditeurs, voilà. Et on s'excuse vraiment parce qu'on n'avait pas le choix. Excusez, mais je rentre à Paris demain matin, donc voilà, j'étais au soleil. Il n'y a pas de souci. Cédric, Yacine, pardon. Bah, toi, on te retrouve sur PSG.fr. PSG.fr. Je suis fatigué. Paris United. Voilà, ça y est. Voilà. D'ailleurs, il a fait un petit article sur le dernier match de Bergame versus le Milan AC. Allez lire, c'est très intéressant. Et voilà, il y a des nouvelles donnes quand même. Hein. On sent Bergame un peu moins frais qu'à la reprise. Voilà. Je l'avais dit. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et allez Paris. Ciao. Bisous les gars. Bisous, ciao.